Nous vous emmenons aujourd'hui découvrir l'Ecclésia de Luxeuil. L'Ecclésia. L'Ecclésia en grec signifie assemblée. Mais l'Ecclésia de Luxeuil, est-ce l'assemblée de Luxeuil? L'assemblée de Luxeuil? Alors, oui, peut-être, mais à quelle époque? Ce que nous allons voir nous situe environ à 100 ans, même un peu plus, après la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire après la déposition de Romulus Augustulus, le dernier empereur romain déposé par le barbare Odoacre en 476. Dans quel contexte se situe cette ecclésia? En Gaule, après la bataille des champs cataloniques près de Troie, qui a vu l'affrontement entre le monde romain et les troupes d'Attila et la défaite de ce dernier, on assista à une recomposition des territoires au profit des Burgondes, des Francs, des Visigoths, des Alamans, etc. Et au milieu de ces enchevêtrements de peuples, on trouve le peuple des Francs saliens installé dans le nord de la Gaule, qui va conquérir une grande partie de ces territoires sous l'autorité de leur roi Clovis. C'est une percée historique, nous en sommes encore aujourd'hui les héritiers. C'est ainsi que nous abordons à l'époque la dynastie mérovingienne. C'est dans cette période que se situe l'Ecclésia de Luxeuil, mais nous n'avons pas encore défini. Qu'est-ce que l'Ecclésia? Évoquer l'Ecclésia, c'est rappeler l'existence d'une nécropole du IIIe siècle après Jésus-Christ, située le long d'une route à la sortie de Luxovium. C'est aussi évoquer une grande figure du monachisme européen du haut Moyen-Âge, le moine Colomban. Né en Irlande vers 540, il fonda l'abbaye de Luxeuil après avoir quitté le monastère de Bangor avec 12 de ses compagnons. Il arrive au pied des Vosges à la fin du VIe siècle, au moment où Childebert, le roi d'Austrasie et de Bourgogne, l'autorise à fonder un premier monastère à Annegray, rapidement suivi par celui de Luxeuil. Il est vraisemblable que des premiers bâtiments monastiques aient été aménagés dans l'ancienne construction antique. On relève dans la vie de Colomban la mention d'un réfectoire, d'un cellier, d'un grenier, d'une église dotée d'un atrium et d'une hôtellerie. Mais Bangor, Saint-Colomban, Luxeuil, Annegray, tout cela, mais pourquoi? Eh bien, c'est la partie la moins connue de l'itinéraire de Colomban. Nous allons essayer de clarifier pour vous ce qui poussa le moine de l'époque et le saint d'aujourd'hui à venir jusqu'à cette partie de l'hexagone d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque ce n'était pas un hexagone. En fait, les vents poussèrent le navire jusqu'au rivage de la Bretagne, puis, après en avoir discuté et s'être reposés, avec ses compagnons, ils décidèrent de poser le pied sur le sol des Gaules et de s'enquérir du caractère de leurs habitants avec le plus grand soin. Ils quittent donc le rivage de la Bretagne et se redirigent vers les Gaules. Leur but est clair, y pratiquer les semailles du salut, c'est-à-dire convertir les habitants. Après leur arrivée en Gaule, Colomban et ses compagnons s'employèrent à convertir des hommes à la vie religieuse. Le roi lui permit donc de s'installer dans les Vosges aux confins de ces deux royaumes, royaume d'Austrasie et royaume de Bourgogne qu'il avait hérité. C'est ainsi que Colomban s'installa à Annegray, puis, le nombre de moines augmentant, il fonda un deuxième monastère à Luxeuil, puis un troisième à Fontaine, mais nous nous arrêterons au second. Que savons-nous de ce monastère? Eh bien, en fait, directement pas grand-chose, mais indirectement beaucoup. Et nous allons partager cette découverte avec vous. Pour avoir une bonne perception de ce qu'était un monastère à l'époque, essayons de remonter à Bangor pour ce que l'on peut en savoir. L'abbaye a été fondée par Congal de Bangor en 558. Elle est connue pour sa règle monastique austère. Colomban en devint moine en 560 avant d'en partir en 580. L'abbaye est dissoute par Jacques Ier au XVIIe siècle.
On peut penser qu'elle servit de référent à Colomban lorsqu'il s'installa à Annegray. Dans cette commune, la découverte de l'église romane de Saint-Jean-Baptiste par le docteur Cugnier en 1958 a largement participé à la connaissance des constructions et édifices par Colomban. Ce site est considéré comme la première fondation du moine irlandais, sur le continent bien sûr. Le parcellaire cadastral d'Annegray conserve plusieurs enclos ovoïdes qui seraient caractéristiques du monachisme irlandais. Le nord de la butte a révélé des vestiges très intéressants. Retrouvera-t-on ces mêmes caractéristiques à Luxeuil ? Je vous propose de nous y rendre. La ville étouffe bien évidemment toute velléité de fouilles. Eh bien non, eh bien non. Lors de la construction d'un parking au centre-ville, on mit au jour un nombre de plus en plus important de structures du Haut Moyen-Âge, des sarcophages, encore des sarcophages, toujours des sarcophages, mais également des murs, bref, des vestiges qui, pour le commun des mortels, sont disposés dans tous les sens, mais qui, pour l'archéologue, sont de précieux livres d'histoire, de culture, à ciel ouvert. C'est cela l'Ecclésia, et maintenant, tentons d'en savoir davantage. L'accueil, c'est tout d'abord un édifice moderne que l'architecte a remarquablement réalisé pour une parfaite intégration avec les vestiges multiséculaires. En pénétrant dans le site, on perçoit immédiatement tout le respect, l'humilité, la déférence que l'on doit à ces lieux et surtout à ceux qui, malgré le vide des sarcophages, sont venus y reposer. C'est toute leur vie qu'ils nous transmettent, leur histoire, qui est aussi la nôtre. Cette première impression passée, on est aussi sensible à la multitude des tombeaux, un peu dans tous les sens, à plusieurs niveaux de profondeur, de styles différents et pourtant d'une grande homogénéité. Une pensée s'impose. Cette église est bien évidemment un édifice sépulcral, mais elle délivre une histoire que l'on perçoit comme particulièrement unique et personnelle. Seul on ne peut y parvenir pour en découvrir tout l'intérêt. C'est pourquoi des chercheurs, des archéologues, des scientifiques, des historiens ont prévu des parcours, des panneaux informatifs. Ils sont disposés tout autour du site, il suffit de les suivre. Alors commence la vraie découverte de ce lieu, avec les panneaux explicatifs, mais aussi avec l'aide des guides de l'Office du tourisme. On arrive rapidement à comprendre qu'il y a là une petite église, puis une autre, un transept, une abside qui s'offre à nos yeux. Là se trouve la tombe de Saint Valbert, second successeur de Saint Colomban. Il ne s'agit pas d'un édifice enterré, mais d'une petite salle adossée à l'église. Des schémas décomplexifient l'enchevêtrement des vestiges de manière quasi stupéfiante. D'un seul coup, ce qui était fouillis devient compréhensible. Oui, je vois bien le mur de cette église. Ah, ici, c'est la crypte qui communique avec le chœur. Là, c'est un mausolée des années 400. Faire une description de ce site n'est pas possible, en quelques minutes ni en quelques pages. Il est fait pour être vu, pour être découvert, pour être visité, avec la compréhension que chacun de nous peut lui apporter. Aussi, non seulement n'hésitez pas à aller voir l'Ecclésia, mais enrichissez-vous de tout ce que le site peut vous donner. À très bientôt!